Dans cette conception, le refoulement n'aurait pas été une action volontaire du sujet, cause directe de la paralysie. Il n'aurait été qu'une conséquence, une manifestation de l'épuisement à son début. L'analyse psychologique hésite entre ces interprétations et attend des éclaircissements de l'évolution même de la maladie. La psychoanalyse ne s'embarrasse pas de ces subtilités, parce qu'elle se place, si je ne me trompe, à un tout autre point de vue. Elle adopte deux notions, celle du transfert et celle de la subconscience par refoulement, et les considère comme des notions fondamentales, entrant dans la définition de toute névrose. Ces définitions étant admises une fois pour toutes, elle se borne à rechercher de quelle manière, par suite de quelle interprétation symbolique, on peut rattacher un symptôme à ces notions fondamentales du transfert et du refoulement. On s'étonne de la voir ainsi interpréter les faits comme de simples symboles que l'on transforme à volonté. C'est qu'elle est convaincue, avant toute étude, qu'il y a derrière ces faits un transfert et un refoulement, sans lesquels la névrose serait impossible. On peut trouver dans les œuvres de cette école bien des exemples de ce mode d'interprétation. On sait par exemple que certains névropathes, des hystériques et des psychasthéniques, manifestent un attachement tout particulier et parfois bizarre pour le médecin qui a réussi à prendre quelque influence sur leur esprit. Cet attachement se présente de bien des manières différentes et semble dépendre de phénomènes psychologiques très divers dans lesquels interviennent, suivant les cas, des suggestions, des aboulis, l'incapacité à conclure par soi-même, le besoin d'être compris, le besoin d'être dirigé, et surtout le besoin d'être excité, si important chez les déprimés. La psychoanalyse explique les faits bien plus simplement, par le transfert. Übertragung, d'un sentiment d'amour sexuel, que le sujet aurait éprouvé autrefois, soit pour l'un de ses parents, soit pour une autre personne, et qu'il reporte maintenant sur son médecin. La suggestion et l'hypnotisme sont alors des phénomènes très simples, qui consistent dans le transfert des tendances sexuelles du complexe enfant-parent au complexe sujet-hypnotiseur. Il est évident que si on a admis une fois pour toutes que toute docilité, quelle qu'elle soit, est un symbole de sentiment érotique, que dans toute névrose il y a un transfert inconscient de quelque chose, on peut expliquer les choses de cette manière. On trouve aussi des exemples intéressants de ce mode de raisonnement dans les études faites par M. Freud d'abord, puis par ses élèves sur les petites erreurs journalières que nous appelons des distractions, sur les lapsus linguae, les lapsus calami, sur les oublis, les plaisanteries. Nous nous figurons d'ordinaire que ces faits sont très complexes et très variés comme toutes les erreurs. Suivant les cas, nous faisons intervenir pour les expliquer des paresses de la volonté et de l'attention, des arrêts de développement, de telle ou telle tendance dont l'attention est insuffisante, des phénomènes d'épuisement, des préoccupations, des habitudes, des associations d'idées, des suggestions, etc. Ces auteurs ne se préoccupent pas de tout cela, et ils n'étudient en réalité qu'un seul problème. De quelle manière, par quelle suite d'interprétations symboliques peut-on rattacher ces distractions à l'action de quelques tendances dissociées, refoulées dans le subconscient? Il s'agit toujours d'une tendance de ce genre, qui cherche à se manifester par des actes sans l'autorisation de la conscience normale qui joue le rôle de censeur. Si les faits nous semblent quelquefois embarrassants, c'est qu'ils ont revêtu un travestissement pour échapper au censeur. Il s'agit en somme d'un mécanisme analogue à celui des rêves, et nous devons interpréter ces distractions comme tout à l'heure nous devions chercher la clé des songes. Nous avons heureusement comme guide de cette interprétation le principe général du refoulement qui doit être admis au début comme fondamental. Le caractère général de ces méthodes me semble avoir été indiqué d'une manière intéressante dans un article de M. Frédéric Lyman, Critique of Impure Reason. Ce qui caractérise cette méthode, c'est le symbolisme. Un événement mental peut toujours, quand cela est utile à la théorie, être considéré comme le symbole d'un autre.
la transformation des faits grâce à toutes les méthodes de condensation, de déplacement, d'élaboration secondaire, de dramatisation peut être énorme. Et il en résulte qu'un fait quelconque peut signifier tout ce que l'on voudra. L'auteur ajoute que c'est là, à son avis, une conception un peu naïve du déterminisme psychologique. C'est surtout, si je ne me trompe pas, une conséquence de la confiance des auteurs dans un principe général, posé au début comme indiscutable, qu'il ne s'agit pas de démontrer par les faits, d'appliquer aux faits. Il faut reconnaître que la pauvre conception de la subconscience que je présentais timidement en 1886-1889 a eu depuis cette époque une brillante destinée. Elle n'était, à mes yeux, que l'expression de certaines observations psychologiques, une apparence que prenaient dans certains cas divers troubles pathologiques. La subconscience est devenue, dans les études des spirites et des occultistes, un principe merveilleux de connaissance et d'action, bien au-dessus de notre pauvre personnalité. La subconscience est devenue chez les psychoanalystes le principe général et la définition a priori de toute névrose. 2. Les souvenirs traumatiques relatifs à la sexualité. Nous arrivons à l'une des études de la psychoanalyse qui est la plus connue et qui, trop souvent, a fait oublier les précédentes, indispensables cependant pour bien la comprendre. Je veux parler des recherches sur le rôle des troubles sexuels dans la pathogénie des névroses. Depuis longtemps, ce problème avait été aperçu et discuté par les médecins. Hippocrate disait déjà que l'hystérie se présente chez les femmes qui souffrent d'une insuffisance des rapports sexuels. Nubat illa, disait-on souvent après lui, et morbus effugiet. Pendant longtemps, on rattacha les névroses à des troubles des fonctions sexuelles, à un tel point que le nom même de l'hystérie parut déshonorant. Le livre de Louillet-Villermé, 1816, poussait déjà cette interprétation à l'extrême. On a justement remarqué que Briquet, 1859, et Charcot ont protesté contre les exagérations ridicules de cette doctrine. Mais il n'en est pas moins vrai que ces auteurs ont parfaitement bien compris l'importance de la sexualité dans les maladies nerveuses. Ils parlent à chaque instant des névroses de la puberté ou des névroses de la ménopause, de l'influence que les maladies portant sur les organes génitaux ont sur les fonctions nerveuses et mentales, du rôle de la masturbation excessive et des perversions sexuelles. Enfin, parmi les causes des accidents névropathiques, il donne une grande place aux émotions déterminées par des accidents d'ordre sexuel, aux viols, aux grossesses dissimulées, aux abandons, aux déceptions amoureuses, etc. Axenfeld et Huchard parlent aussi de l'influence d'un tempérament lascif, de celle de la continence, de l'excitation sexuelle exagérée, des passions amoureuses contrariées. Mes propres observations portent sans cesse sur des névroses consécutives à des violences sexuelles, à des fiançailles rompues, etc. Une de ces premières observations, que je viens justement de rappeler ici, avait rapport à une jeune fille de 23 ans, devenue paraplégique pendant des années à la suite de relations sexuelles prolongées avec son père et des craintes de grossesse. Le délire curieux de possession, que j'ai donné comme un exemple des idées fixes subconscientes, s'est produit chez un homme qui était tourmenté par le remords d'avoir trompé sa femme. Il me semble difficile de dire que l'analyse psychologique se soit désintéressée de ce problème, et qu'elle n'ait pas étudié les relations des troubles sexuels avec les névroses. Il n'en est pas moins vrai que sur ce point encore, la psychoanalyse a pris une position tout à fait originale. Pour bien la comprendre, il ne faut pas oublier que les troubles sexuels sont entendus par cette école d'une manière toute particulière. Il ne s'agit pas des modifications physiques, normales ou non, portant sur les organes génitaux ou sur leurs fonctions. La puberté en elle-même comme simple modification physiologique, la ménopause, les arrêts de règles, les blénorragies, les métrites,
ne joue pas dans le système de M. Freud un rôle particulièrement considérable. Cet observateur sait très bien que ces phénomènes se présentent constamment chez des individus qui n'ont aucun trouble névropathique, et il ne les considère pas comme particulièrement importants dans les névroses. Les phénomènes sexuels dont il s'occupe sont ceux qui ont un retentissement, qui agissent sur les névroses par l'intermédiaire de phénomènes psychologiques. Ici encore, il faut préciser. M. Freud ne s'occupe pas particulièrement des modifications mentales générales qui sont produites dans les fonctions mentales par des phénomènes génitaux, sans que le sujet s'en doute et sans qu'il ait lui-même compris leur caractère sexuel. Si un auteur parlait des dépressions mentales qui accompagnent la puberté ou la ménopause, et s'il les rattachait à quelque intoxication, il ne serait pas exactement un psychoanalyste. Il s'agit dans la psychoanalyse d'événements d'ordre sexuel sans doute, mais que le sujet a compris comme tel, auquel il a attaché de l'importance et dont il garde un souvenir pénible, capable de le troubler. En résumé, il s'agit uniquement de souvenirs traumatiques relatifs à des aventures sexuelles. Une jeune fille a été très amoureuse, elle a cédé à celui qu'elle aimait et celui-ci, malgré ses promesses, refuse de l'épouser. Cette aventure n'est pas indifférente au sujet. Elle le trouble vivement et par l'un des mécanismes que nous avons étudiés, elle détermine un souvenir traumatique et une névrose. C'est là le type des troubles sexuels que la psychoanalyse veut étudier. Les masturbations, les coïts incomplets, les abstinences sexuelles ne sont intéressants que par les émotions qui les accompagnent et les souvenirs traumatiques qu'ils déterminent. Il s'agit donc en résumé de souvenirs traumatiques relatifs à des aventures sexuelles ou, si l'on préfère, de souvenirs traumatiques à contenu sexuel. Et ce sont ces phénomènes-là dont la psychoanalyse, à la suite de l'analyse psychologique, étudie la fréquence et le rôle dans les névroses. Sur le premier point, la fréquence de tels souvenirs, l'école de M. Freud présente une première doctrine très nette. Au lieu de constater avec tous les observateurs précédents que l'on trouve des souvenirs traumatiques relatifs à des aventures sexuelles chez quelques névropathes, elle affirme, et c'est là son originalité, que l'on trouve de tels souvenirs chez tous les névropathes sans exception. Sans de telles aventures, transformées en souvenirs traumatiques, il n'y a pas de névrose. Si on ne les constate pas facilement chez tous les malades, c'est que l'on n'a pas su les faire avouer aux malades, ou que l'on n'a pas su les découvrir au travers de ces réticences. Chez un certain nombre de sujets, en effet, cette recherche ne présente pas de difficultés, et il n'y a pas non plus grand mérite à constater ces faits. Le malade explique lui-même qu'il a été victime d'un viol, qu'il a été abandonné, ou qu'il a joué un rôle dans un drame d'adultère, etc. Si le malade ne l'explique pas tout de suite, on constate facilement dans ses délires, dans ses somnambulismes, le souvenir évident d'une aventure de ce genre, et personne ne peut mettre en doute son existence. Chez d'autres sujets, on rencontre déjà plus de difficultés. Ils ont beau remémorer les événements qui ont rempli les dernières périodes de leur vie, ils ne découvrent aucune aventure sexuelle vraiment intéressante. Il faut alors les aider à remonter en arrière, à se rappeler les détails de leurs premières impressions d'enfance. On arrive ainsi, non sans peine, à raviver des souvenirs graves, qui se dissimulaient quand ils étaient tout enfants, à 5 ou 6 ans. Ils ont rencontré une femme enceinte, ou bien ils ont vu un chien qui couvrait une chienne, ou ils ont entendu craquer le lit de leurs parents, et cela leur a causé une émotion prodigieuse à laquelle ils ne peuvent penser sans frémir.